Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, la foire aux impôts est ouverte. On va revenir dans cette émission sur la première journée de débat budgétaire dans l'hémicycle. Super profit, super dividende, succession, expatriés. Les députés rivalisent d'idées pour trouver de nouvelles recettes fiscales, impôts. Le grand chamboule-tout, c'est notre grand débat ce soir. Mais d'abord, notre invitée franc-parler a la lourde tâche de restaurer le dialogue social dans notre pays. Elle propose aux partenaires sociaux une nouvelle méthode sur l'assurance chômage, notamment les syndicats qui ont entamé ce matin une négociation flash. La nouvelle ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, est avec nous ce soir. Enfin, l'Assemblée s'apprête à avoir une nouvelle vice-présidente ou un nouveau vice-président. On va revenir avec nos chroniqueurs sur cette élection très disputée aujourd'hui, fruit d'une bataille épique en coulisses entre Laurent Wauquiez, Gabriel Attal et le MoDem. On verra cela à la fin de cette émission. Voilà donc pour le programme Ça vous regarde. Installez-vous, c'est parti. Bonsoir Astrid Panosyan-Bouvet. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'LCP. Vous êtes donc à la tête d'un des ministères les plus importants, l'emploi, le travail, très impacté par ce budget de la sécurité sociale que vous allez devoir défendre dans les prochaines semaines, ici même à l'Assemblée. Mais les Français vous connaissent peu. Alors avant de nous parler de vos dossiers, et ils sont de taille, regardons ensemble votre portrait, signé Stéphanie Despierres. Si on vous invite, Astrid Panosyan-Bouvet, c'est parce que vous êtes la toute nouvelle ministre du Travail. Conseillère d'Emmanuel Macron dès 2014, vous êtes une marcheuse de la première heure. Avant d'entrer en politique, vous avez fait une brillante carrière de dirigeante dans les assurances ou la promotion immobilière. En tant que députée Renaissance, depuis 2 ans, vous défendez vos sujets de prédilection. Les conditions de travail, l'emploi des seniors, l'insertion des jeunes ou encore les métiers du lien. Au printemps dernier, vous affichez une vraie divergence avec votre camp. Faut-il réformer l'assurance chômage pour réduire le chômage? Je ne le pense pas. La France n'a pas le système d'indemnisation chômage le plus favorable. Ce qu'on voit, c'est que dans des pays qui ont des conditions plus dures d'indemnisation, eh bien, il y a toujours des emplois non pourvus. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est plutôt autour de l'attractivité de ces métiers. Finalement, la réforme de l'assurance chômage a été suspendue pendant les législatives. Désormais ministre du Travail, vous surveillez de près la reprise des négociations entre partenaires sociaux. Votre feuille de route est très chargée, la réforme des retraites, la réduction des aides à l'apprentissage, la conférence sur les bas salaires. À rebours de la doctrine macroniste, vous soutenez la remise en cause des allègements de charges. À la bataille des égaux, vous préférez l'efficacité. Aux joutes politiques, le travail de fond. Ce qui ne vous empêche pas de faire parfois entendre votre voix. Nous avons également dû entendre les pourfendeurs d'une préférence nationale, nauséabonde et indigne, à contre-courant du principe des assurances sociales basées sur le travail et non sur la nationalité. Décidément, difficile de masquer un ADN xénophobe vieux de 50 ans. En 2023, vous vous étiez abstenu sur la loi immigration, pourtant portée par votre majorité. Aujourd'hui ministre du Travail, alors que Bruno Retailleau, votre collègue de l'Intérieur, multiplie les annonces sur l'immigration, vous réclamez un peu de nuance dans ce débat. On se demande donc comment vous trouvez votre place dans ce gouvernement hétéroclite et franchement à droite. Alors, êtes-vous parfaitement à l'aise dans ce nouveau gouvernement, Astrid Panosyan-Bouvet? Moi, en tant que ministre du Travail et de l'Emploi, je me sens parfaitement à l'aise parce que nous souhaitons, avec le Premier ministre, redonner toute sa place au dialogue social sur des échéances importantes telles que la réforme de l'assurance chômage. On va en parler dans le détail. Un sujet essentiel qui est le travail des seniors dans notre pays. Mais dans ce socle commun avec les Républicains, la droite de Michel Barnier et un certain Bruno Retailleau, partager ces bancs, après les différentes phrases qui ont fait polémique, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté? Il y en aura peut-être, mais en tout cas, là, moi, je suis à ma tâche et je suis entourée dans un gouvernement de ministres qui veulent redonner la place à la négociation et à l'apaisement. Alors, justement, mon état d'esprit. Michel Barnier vous a donné la mission de restaurer le dialogue social. C'était nécessaire. Emmanuel Macron l'a abîmé.
En tout cas, il y a un certain nombre d'accords importants qui n'ont pas pu aboutir via la négociation. Et je pense que nous avions, le Premier ministre et moi-même, souhaité redonner toute sa place. Pourquoi ? Parce que personne n'a le monopole des bonnes idées et parce que nous sommes convaincus, lui et moi, alors que nous avons des histoires politiques distinctes, que les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat ont des choses à nous dire sur le monde économique et sur le monde du travail. On va parler de l'assurance chômage parce que vous êtes là aujourd'hui parce que cette négociation flash commence aujourd'hui avec les partenaires sociaux. Mais un mot quand même, vous qui connaissez bien Emmanuel Macron, vous l'accompagnez depuis 2017, pourquoi n'a-t-il pas fait davantage confiance aux partenaires sociaux et aux syndicats en particulier? Pourquoi n'a-t-il pas su s'appuyer davantage sur lui? On se souvient des passes d'armes avec Laurent Berger de la CFDT. C'est peut-être un rendez-vous manqué. C'est peut-être un rendez-vous manqué aussi entre deux personnalités très différentes, un rendez-vous manqué aussi de circonstances qui n'ont pas eu lieu. Moi, je m'appuie aussi sur le livre Révolution, écrit en 2016, et qui souhaitait aussi s'appuyer sur les contre-pouvoirs, les pouvoirs intermédiaires pour pouvoir transformer la société. Je suis convaincue que l'apaisement a une valeur. Et après les tensions que nous avons pu connaître, que ce soit dans le dialogue social ou que ce soit même post-dissolution, on a besoin d'apaisement dans notre société. D'ailleurs, le dialogue social peut y contribuer. Vous les avez rencontrés en tête-à-tête? Alors, on les a rencontrés avec le Premier ministre. Les syndicats, organisations syndicales et patronales. Avant la déclaration politique générale. Et j'ai souhaité ensuite les rencontrer à nouveau, justement pour donner suite. Et pour certains, je me suis même déplacée, pour certaines centrales syndicales et pour certaines organisations patronales, à leur siège. Ça change quelque chose, ça, dans le rapport? Tout à fait. C'est d'abord une marque d'appréciation, une marque de considération. Et ça permet de discuter beaucoup plus franchement et précisément de décider ensemble, de relancer par une lettre que j'ai écrite il y a 2 semaines, l'assurance chômage qui commence aujourd'hui par une négociation. Je rappelle que vous êtes d'origine norvégienne notamment, que vous mettez très souvent en avant le modèle scandinave où le compromis social est central. Est-on capable de la même chose en France? Premier exemple donc, l'assurance chômage. Vous avez redonné la main aux partenaires sociaux à la demande de Michel Barnier pour cette négociation flash. Elle doit aller très vite, elle a commencé ce matin et elle doit aboutir le 15 novembre prochain. Est-ce que vous vous engagez, comme ministre du Travail, à reprendre mot pour mot l'accord s'il est trouvé par les syndicats, même s'il ne durcit pas davantage les règles d'indemnisation? Moi, ce que j'ai souhaité, c'est qu'on reprenne l'accord qui avait été signé par un certain nombre d'organisations syndicales et par l'ensemble du patronat qui datait de novembre 2023, donc il y a moins d'1 an, en y ajoutant 400 millions d'euros d'économies supplémentaires. Et si il y a un accord avec ces 400 millions d'euros supplémentaires, et on n'en a pas parlé encore, mais qui est très important, d'aboutir à un accord senior qui permette aussi à nos concitoyens de plus de 50 ans, plus de 55 ans, de travailler plus longtemps dans de meilleures conditions et en bonne santé. Vous jumelez indemnisation chômage à la question du maintien de l'emploi. Oui, parce que le chômage est une véritable préoccupation pour nos seniors. Et que la question de devoir travailler 2 ans de plus est une véritable source d'anxiété dans un pays où depuis 40 ans, 50 ans, on dit aux seniors qu'ils n'ont pas tout à fait leur place dans l'entreprise. Ces économies, on va laisser les partenaires les trouver, 400 millions d'euros par an. Mais Gabriel Attal, lui, il parle de 4 milliards à terme d'économies avec sa réforme qu'il aurait souhaité prendre par décret sans passer par les partenaires sociaux. C'était un tour de vis sur les règles de l'assurance chômage. C'est pas rien quand même à l'heure où on cherche des économies. Pour vous, la réforme Attal est derrière nous? Alors, il faut la mettre de côté, voire la mettre à la poubelle. Je vais vous dire quelques petites choses sur la réforme de Gabriel Attal. D'abord, c'est une réforme qui a été suspendue quelques jours avant des élections législatives qu'on savait difficiles. Et je pense que c'est compliqué de la remettre sur le tapis alors qu'on l'a suspendue pour des raisons électorales. Je pense qu'il faut dire les choses telles quelles aussi. Ça contribue aussi ou pas à renforcer la parole publique. Donc elle est abandonnée pour vous. En tout cas, vous êtes ministre du Travail, il faut l'abandonner complètement. Je souhaite en tout cas redonner toute la place aujourd'hui à la négociation sur la base de l'accord de novembre 2023. Mais sur le fond, est-ce qu'il proposait quelque chose de brutal? On entendait ce que vous disiez avant d'être ministre. La deuxième chose, c'est qu'on a fait une réforme
de l'assurance chômage en introduisant notamment la contre-cyclicité, où on augmente la durée d'indemnisation quand les circonstances économiques sont plus difficiles et on la réduit quand les circonstances sont plus favorables. Baisse. Effectivement, on l'a fait il y a moins de 18 mois sans être encore en mesure d'en évaluer les principaux effets. Et donc plutôt que d'être dans une énième réforme de l'assurance chômage, ça fait quand même la 4e, ça aurait fait la 4e depuis 2017. S'il y a des abus, s'il y a des fraudes, autant le faire et cibler, mais ne pas durcir pour tout le monde. Parce que je rappelle que dans notre pays, il n'y a que 50% des gens qui sont au chômage qui sont indemnisés. On entend que cette réforme, aux yeux de la ministre que vous êtes aujourd'hui, réforme Attal, est derrière nous. Sur les 60 milliards d'euros à trouver dans le budget 2025, votre ministère, je le disais, est particulièrement concerné. D'abord, les entreprises. Les entreprises sont très inquiètes parce qu'elles ont des hausses d'impôts, certes, pour les grandes entreprises, mais elles ont aussi des allègements de charges qui ne vont plus être à l'ordre du jour, à la fois sur les bas salaires, le SMIC, mais aussi sur les plus hauts salaires de 2 SMIC, 3,2 SMIC. Le MEDEF alerte. Attention à la compétitivité, attention aux freins à l'embauche. Les économistes de l'OFCE alertent également et disent que ça va percuter la croissance jusqu'à 130 000 emplois détruits. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors moi j'entends tout à fait ce que dit le patronat et le MEDEF a alerté comme la Confédération des PME, mais même également comme la FNSEA. Et ces décisions sont prises dans un moment aussi où le contexte économique national et international se tend. Donc il faut faire extrêmement attention et être vigilant quant aux effets de bord des mesures que nous sommes en train de prendre. Il faut bien se rendre compte concrètement, ça veut dire quoi un effet de bord pour bien comprendre ? Les effets de bord, précisément, ça peut être des risques de destruction d'emplois. Vous mentionnez l'étude OFCE, elle parle de 130 000 emplois détruits. En fait, il y en aurait mais c'est que n'est pas suffisamment satisfaisant, 15 000 liés aux mesures qui seraient prises. Le reste, c'est essentiellement lié à la détérioration de la situation économique aujourd'hui. Moi, je voudrais quand même revenir sur la situation que l'on connaît aujourd'hui, qui est que depuis 30 ans, on a empilé, gauche comme droite, des allègements pour une bonne raison qui était de réduire le coût du travail peu qualifié en France. Mais résultat, on a véritablement... On a spicardisé le pays. On a créé, en tout cas, des trappes à bas salaire qui fait que pour un salarié au SMIC, pour l'augmenter de 100 €, ça coûte 480 € à l'employeur. Et pire encore, mais encore une fois pour de très bonnes raisons, pour stimuler justement le pouvoir d'achat, on a également donné des aides en fonction de la situation familiale ou la situation de logement. Et donc il y a une étude de l'adresse de la direction de la sécurité sociale la semaine dernière qui est parue, qui montre que quand on est une femme au SMIC, élevant seule ses 2 enfants, pas propriétaire de son logement, ce qui est la plupart de la situation famille monoparentale, pour voir son salaire augmenter de 100 €, ça coûterait 770 €. Donc il y a des gens qui sont bloqués au SMIC dans notre pays, vous voulez désmicardiser. Mais Madame la Ministre... Et c'est des mesures, je termine, qui coûtent très cher. Aujourd'hui, le dispositif d'allègement généraux, c'est 80 milliards d'euros. C'est un budget supérieur à celui de l'éducation nationale. Dans les remodelages d'allègement de charges, il n'est pas prévu que le niveau du SMIC. Il est prévu de faire des économies, des milliards d'euros d'économies. Est-ce que vous trouvez que l'État a trop financé le coût du travail? Et je ne parle pas que de l'entrée au SMIC, je parle sur les salaires plus élevés. Mais il y avait de bonnes raisons à cela. Il y avait des bonnes raisons pour le travail peu qualifié, comme il y avait des sujets, il faut se rappeler du rapport Gallois d'il y a une dizaine d'années, sur la compétitivité des emplois industriels. Simplement, je pense que là, on est en train de prendre des mesures nécessaires à la fois pour restimuler la dynamique salariale et trouver quelques gains, parce qu'on parle quand même de 80 milliards d'euros, donc 4 milliards 80 milliards d'euros d'allègement de charges, sur lesquels on va aller chercher 4 milliards. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, et ça, ce sera une discussion de fond, sur le coût du travail en France, lié essentiellement au fait qu'il participe au financement de la protection sociale. Il faut trouver d'autres moyens de financer notre protection sociale que le travail. Et l'apprentissage. Parce que là, on est aussi sur les entreprises. Et pas seulement les grandes entreprises. On est sur les TPE, PME. Ça a été un formidable levier. Vous donnez quand même un coup de canif dans une politique de soutien à l'emploi des jeunes. Ces petites entreprises, elles vont moins recourir aux apprentis. Alors,
L'apprentissage, c'est une vraie révolution culturelle, la voie royale maintenant d'insertion des jeunes, quel que soit leur niveau de qualification et quelles que soient les entreprises, de l'artisan bâtiment à Thales, Safran ou d'autres, ou Stellantis. À des jeunes apprentis extrêmement qualifiés avec exactement, des maîtrises, des Master 2. qualification. Exactement. Moi, je veux revenir, quand on dit le coût de canif, il faut quand même se rendre compte que quand bien même on fait cette baisse aujourd'hui, le niveau d'investissement public par apprenti rapporté à l'apprenti en France, il sera supérieur à celui de l'Allemagne et il sera à un niveau équivalent de la Suisse, ils sont quand même les deux modèles de l'apprentissage en Europe. Donc je pense qu'il faut resserrer un peu les aides. Il faut resserrer un petit peu les aides, les recalibrer. Moi, je ferai extrêmement attention. Il y a certains qui proposent de faire des aides en fonction du niveau de qualification du jeune. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne idée parce que ça a quand même permis à un tiers aujourd'hui de nos étudiants en licence de poursuivre en master grâce au financement de l'apprentissage. Donc c'est plutôt une réduction de la prime à l'embauche pour tous les jeunes. Ce serait ça, je n'ai pas envie de faire de modulation en fonction du niveau de qualification. Par contre, il faut regarder effectivement en fonction des entreprises parce que une modulation, un recalibrage a plus d'impact pour un artisan que pour une grande entreprise comme Autre sujet dans votre portefeuille, les arrêts de travail, ce qu'on appelle les indemnités journalières qui seront moins prises en charge par l'État. Ça va forcément reporter le coût sur les entreprises puisque certaines d'entre elles, d'ailleurs, ne pourront même pas supporter ce coût supplémentaire. Et le risque, c'est des salariés à deux vitesses. Ceux qui pourront, au fond, être indemnisés quand ils sont malades et les autres. C'est un peu toute la frustration d'un exercice budgétaire qu'on doit finalement finaliser en moins de 2 semaines pour pouvoir le présenter devant le Parlement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que cette mesure, elle est paramétrique parce qu'on aura... Ça veut dire que ce n'est pas une bonne mesure. Non, mais je pense que oui, elle est très technique, mais parce qu'elle est paramétrique, c'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que les arrêts maladie aujourd'hui coûtent 17 milliards d'euros à l'assurance maladie. 17 milliards, c'est presque 1,5 fois le ministère de la Justice. Et donc là, on prend cette mesure en coup d'arrêt, mais c'est vrai que ça transfère la charge à l'employeur et ça divise encore plus le marché du travail entre ceux qui sont protégés, ceux qui ne le sont pas. Donc il faut faire attention. Et donc c'est pour ça que je souhaite, à partir de janvier, mettre ces questions sur la table, des arrêts de travail, de l'absentéisme, de la santé, des conditions de travail, de l'organisation du travail, pour qu'on puisse, pour l'année prochaine, trouver des pistes beaucoup plus intelligentes. Astrid Panosyan-Bouvet, un tout petit mot sur les retraites. Oui. Il y a une proposition de loi du Rassemblement national pour revenir aux 62 ans. Il y a aussi beaucoup de sujets dans ce budget sur le gel de l'indexation. Je ne vais pas vous demander ça. Oui. Pendant la réforme des retraites et la bataille que ça a été dans la rue, il y a un sujet qui est sorti, c'est les conditions de travail. Est-ce que vous allez porter ce sujet-là ? Moi, je l'ai dit pendant le débat sur les retraites, que je regrettais qu'on ait d'abord parlé des retraites avant de parler de travail, parce que c'est ce qu'on a vu dans les manifestations. Les gens nous parlaient du travail ici et maintenant, de la soutenabilité du travail. Et donc, c'est précisément aussi ces sujets que je veux porter. Je m'active beaucoup sur les sujets d'accident du travail, qui est un sujet sous les radars. Il va falloir qu'on en parle, qu'on sensibilise l'opinion publique. On a un peu le même accommodement avec les accidents du travail mortels que les morts sur la route au début des années 2000. Ouais. Et il y a le sujet des conditions de travail, parce que, encore une fois, si on veut travailler plus et plus longtemps, en meilleure santé, eh bien, il faut qu'on parle et aussi conditions de travail. Merci beaucoup. Merci Astrid Panosyan-Bouvet, rendez-vous dans l'hémicycle donc, pour suivre ce débat budgétaire sur le financement de la sécurité sociale. On va continuer à parler de ce budget, une boucherie fiscale pour les uns, une vraie justice fiscale pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que rarement un projet de loi de finances n'aura été autant amendé en commission des finances. La frénésie fiscale, on voit cela avec Marco Pommier dans son récap et on accueille nos invités. Merci à vous. Bonsoir Marco. Bonsoir Myriam. Alors, à la une ce soir, un carnaval fiscal. Oui, un carnaval qui a pour thème cette année l'impôt, toujours plus d'impôts. Toute la question est de savoir pour qui le gouvernement avait fixé une ligne rouge. Pas plus de 20 milliards d'euros d'augmentation fiscale sur les 60 milliards à trouver. Oui, mais voilà, la copie a largement été réécrite par la gauche en commission des finances la semaine dernière. Entre 40 et 60 milliards d'impôts. En plus, selon les chiffrages, une boucherie fiscale pour le camp présidentiel, même tonalité du côté du gouvernement. Si le chemin que vous nous proposez est celui du matraquage fiscal, ne comptez pas sur le gouvernement pour le cautionner.
Je ne peux qu'inciter à la plus grande prudence lorsque l'on modifie le code des impôts. Derrière chaque taxe supplémentaire, ce sont les Français que vous visez. C'est leur épargne, leur résidence, leur entreprise que vous voulez accabler d'impôts nouveaux. À gauche, on assume totalement cette hausse des impôts avec un argument. Les mesures impacteront seulement les plus riches, les multinationales, mais pas les classes populaires et moyennes. Éric Coquerel a tenu à le rappeler à la tribune de l'hémicycle. Michel Barnier voulait 60 milliards. Nous lui avons trouvé. Et oui, nous préférons prendre dans les poches pleines de quelques-uns que d'aller les prendre dans la selle de la grande majorité des Français. Notre carnaval fiscal, ça s'appelle la justice fiscale et sociale, et nous la revendiquons. Alors Marco, à quoi ressemble cette justice fiscale et sociale de la gauche ? Un concours l'épine de la taxe. De la taxe, en veux-tu, en voilà. Pour les multinationales d'abord. Taxation sur les super profits. Renforcement aussi de la taxe sur les super dividendes et les rachats d'actions. Et puis la gauche a dit un grand oui à votre amendement, Jean-Paul Mattei, sur le relèvement de la flat tax, ce prélèvement unique sur les revenus du capital pour remplacer, souvenez-vous, l'ISF. Des mesures plus que justifiées pour Éric Coquerel. Vous nous accusez de taxer les PME. Au contraire, rien ne justifie pour nous que les PME payent plus d'impôts que les grandes multinationales. Soupe à la grimace aussi pour les ménages les plus aisés avec la pérennisation de l'impôt minimal de 20% pour les plus hauts revenus. La gauche a aussi une petite pensée pour les propriétaires riches ou pas avec l'extension de la taxe d'habitation, non pas sur les résidences principales, elle n'existe plus, mais sur les résidences secondaires. Taxe aussi sur les plus-values immobilières lors de la revente d'un bien. Et puis pour ceux qui seraient tentés de partir à l'étranger, la gauche a voté avec l'aide de la droite et du Rassemblement national le renforcement de l'exit tax. Alors justement, que pense le Rassemblement national de ce carnaval fiscal ? Eh bien, ce carnaval fiscal, il n'est pas du goût de Marine Le Pen. Elle renvoie dos à dos le gouvernement et la gauche. Vous laissez la gauche revendiquer 60 milliards d'impôts imaginaires pour cacher vos 30 milliards de taxes supplémentaires bien réelles. En attendant, Myriam, les députés cette semaine examinent dans l'hémicycle la copie initiale du gouvernement et non pas le texte largement remanié par la gauche, un texte qualifié d'insoutenable par Michel Barnier. Mais attention, si l'histoire se répète, le Premier ministre pourrait finir par activer le 49.3. Merci beaucoup Marco Pommier. Je vous présente mes invités. Bonsoir Marie-Christine Dalloz, députée droite républicaine du Jura, le parti de Laurent Wauquiez. Bonsoir Jean-Paul Mattei. Bonsoir. Merci d'être là, député Les Démocrates des Pyrénées-Atlantiques, c'est le parti de François Bayrou. Bonsoir Brian Masson. Bonsoir. Député Rassemblement national des Alpes-Maritimes. Et bonsoir Eva Sas, députée écologiste et sociale de Paris. On va parler de ce budget dans le détail, mais ça vient de tomber. Eva Sas, vous avez parmi les écologistes un nouveau vice-président. Formidable. Jérémy Yordanov a été élu à l'arraché face à la coalition droite et Modem, puisque c'était Virginie Duby-Muller qui était candidate en face de lui à l'issue du retrait de votre candidat Modem. Quelle est votre réaction? Le NFP a donc un nouveau vice-président en plus des postes clés qu'il avait déjà. Nous sommes particulièrement heureux parce que c'est vrai que c'était très difficile et que sur le papier, c'était loin d'être gagné d'avance. Je crois que ça tient aussi à la personnalité de Jérémy Yordanov, qui est quelqu'un de très constructif, consensuel et qui saura, je crois, animer cette Assemblée avec justesse et en respectant et faisant respecter les règles dans l'hémicycle. Jean-Paul Mattei, vous aviez un candidat qui a semé peut-être le trouble. Vous ne regrettez pas de l'avoir présenté, Monsieur Blanchet, même s'il s'est désisté entre les tours? Alors, nous, on a constaté qu'après l'élection au bureau, nous n'avions aucun poste au bureau. Nous étions le seul groupe politique avec le Rassemblement national à ne pas avoir de représentants au bureau. Moi, j'avais dit d'ailleurs qu'il était normal que le Rassemblement national ait aussi des représentants au bureau. Il n'y avait pas de raison. Donc, on a considéré qu'on devait présenter un candidat, en la personne de Christophe Blanchet, qui était secrétaire de l'Assemblée dans l'ancienne mandature. Voilà, après, bon, nos voix, en tout cas, moi j'ai voté... Les macronistes n'avaient pas de candidat, c'était Virginie Duby-Muller qui était leur candidate. Gabriel Attal a fait voter pour les Républicains. On a considéré, mais nous étions le seul groupe avec le RN, je me répète, ne pas avoir de poste au bureau. Donc on a considéré normal de présenter un candidat.
On l'assume complètement. Voilà, Pas de regret pour vous? Moi, j'aurais préféré effectivement que la candidate LR soit élue, puisque moi-même, j'ai voté pour elle au 3e tour. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Madame Dalloz, votre réaction? Oui, moi, je regrette par rapport à Virginie Duby-Muller, qui aurait fait une bonne vice-présidente, mais qu'est-ce que ça raconte quand même de cette coalition au pouvoir, droite et macroniste, qui n'arrive pas finalement à s'entendre? Au-delà de cela, je constate que le nouveau Front populaire a vraiment tous les postes. Ils étaient déjà majoritaires de façon importante dans le bureau de l'Assemblée nationale. C'est encore plus fort aujourd'hui, c'est un renforcement. Moi, je déplore aussi que ni le MoDem ni le Rassemblement national n'aient de poste au bureau de l'Assemblée. Je trouve que ce n'est pas normal. Des partis qui sont représentés dans l'enceinte de l'hémicycle devraient avoir un représentant au bureau. Le nouveau Front populaire fait une belle razzia de tous les postes. Je pense que, si on fait un calcul un peu primaire, je pense que le groupe Lyot à favoriser l'élection du nouveau Front populaire, comme ça s'est passé à la Commission des finances. Voilà. Allez, une dernière réaction très rapidement. Vous aviez un candidat, bien sûr, Yohann Gillet. Pardon, mais il y a un vrai problème démocratique dans le fonctionnement de cette Assemblée nationale. Que le Rassemblement national ait été mis au banc alors que nous avons été élus par les Françaises et les Français, que nous sommes démocratiquement légitimes, ça pose un vrai problème sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et il eût été préférable que les candidats de la droite républicaine ou du MoDem se retirent en faveur du Rassemblement national pour rééquilibrer les forces et pour enfin faire entendre la voix d'un groupe, du premier groupe de l'Assemblée nationale. Donc c'est assez désolant. On va revenir sur cette élection surprise, a priori ou pas, selon, on verra ça avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Le bureau et la vice-présidence, c'est des responsabilités importantes. On verra lesquelles. Jean-Paul Mattei, vous avez défendu des mesures de justice fiscale dans ce budget, notamment sur les très grandes entreprises et notamment sur les très hauts revenus. On connaît votre bâton de pèlerin que vous portez sur les dividendes. Et en même temps, vous avez voté contre, globalement, ces 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Pour vous, c'est la frénésie fiscale qui l'a emporté en commission des finances? Alors moi, je voudrais m'inscrire un petit peu en faux, moi qui ai participé à toute la durée de la commission des finances. On a débattu, on a mis en avant des idées. Certes, il y a eu des amendements que moi je ne partage pas, et loin de partager, puisqu'on pouvait considérer qu'il y avait une certaine très grande dérive fiscale et de prélèvement. Nous, on a toujours été mesurés dans nos propositions. À la fois, effectivement, le but est de plus de justice fiscale. Le paquet global à 60 milliards n'est pas mesuré pour vous? Mais de toute façon, je ne suis même pas sûr qu'il y ait 60 milliards de recettes votées. Vous savez... C'est ce qu'a dit Éric Coquerel, qui s'est félicité, le président de la Commission des finances. Je suis beaucoup plus réservé sur le montant qui est annoncé, pour tout vous dire. De toute façon, on a voté contre parce qu'on ne pouvait pas adopter ce budget en l'état, et on l'assume complètement. Maintenant, le débat est dans l'hémicycle, avec le gouvernement, et ce n'est pas neutre, pour pouvoir les questionner sur les mesures qui sont annoncées et ce qu'elles peuvent rapporter ou pas, ou ce qu'elles peuvent coûter. Alors je précise bien que c'est le texte initial, la copie, on remet tous les compteurs à zéro dans l'hémicycle. Les VSS, on entend depuis 2 jours, puisque le rejet global, c'était ce week-end. Frénésie fiscale, carnaval fiscal, matraquage fiscal, boucherie fiscale, budget Frankenstein. Est-ce que la gauche est vraiment crédible en faisant voter autant de milliards en plus d'impôts, franchement? Elle l'est totalement. Je suis étonnée qu'il y ait ce genre de vocabulaire qui fait partie de la communication. Bon, voilà, c'est des éléments de langage de façon à essayer justement de nous décrédibiliser. Mais en vérité, nous avons toujours été très clairs sur le fait que nous voulions rétablir des marges de manœuvre fiscales. Ce qu'il ne faut pas oublier en abordant ce budget, c'est qu'il y a eu 62 milliards de baisse d'impôts depuis 2017. Donc ce que nous faisons, c'est simplement rétablir la base fiscale de la France. On en a besoin pour... C'est pas un budget récessif pour vous qui plongerait la France non, de la même sur l'économie. 60 milliards d'efforts, de toute façon, c'est exactement ce que demande... Mais là, c'est en plus, c'est supplémentaire. Non, ça nous permettra de... En plus. Mais non, parce que, évidemment, dans la deuxième partie, nous n'allons pas établir les dépenses de la même façon. Nous souhaitons avoir plus de marge de manœuvre pour avoir... Donc, vous cherchez des milliards en plus dans les recettes pour baisser les baisses de dépenses. Exactement. C'est un équilibre différent. Nous voulons augmenter les recettes pour éviter les coupes dans les dépenses, alors que le gouvernement est très clair. Pour le coup, il veut peu de prélèvements supplémentaires et beaucoup de coupes dans les dépenses.
Marie-Christine Dalloz, votre regard sur l'arrivée de ce budget en commission des finances. En même temps, je précise quand même que c'est Michel Barnier qui l'ouvre la boîte de Pandore fiscale. Tout le monde est très surpris qu'un Premier ministre de droite fasse le choix des impôts, au point que les macronistes refusent un certain nombre de hausses d'impôts. Il y a un équilibre. Enfin, moi, je voudrais quand même rappeler qu'il y a à peu près 19 milliards de recettes supplémentaires, mais il y a plus de 21 milliards de dépenses, de réduction de la dépense. Parce que l'objectif, et c'est ce à quoi nous essayons de travailler, c'est qu'on aille plus loin. Contrairement à ce que vient de dire ma collègue du Nouveau Front Populaire, qu'on aille plus loin dans la réduction de la dépense, beaucoup plus fortement, et un peu moins loin dans la fiscalité. Parce que moi, je voudrais juste rappeler à Madame Sass, elle est peut-être trop jeune pour avoir connu ça. Moi, j'ai un souvenir, et je pense que Jean-Paul Mattei va s'en rappeler, 1981. Qu'est-ce qu'on a généré en France? L'arrivée au pouvoir de M. Mitterrand, qu'est-ce qu'on a généré? Des départs massifs de patrimoine. Les années Hollande, elles ne sont pas si récentes, elles sont récentes. Les années Hollande, elles ont créé quoi? De l'exit fiscal, des gens qui sont partis, des fortunes qui sont parties. Comment vous faites pour financer des services à la population à destination des plus fragiles, des plus vulnérables, quand les fortunes sont parties de France et que vous n'avez plus les recettes? Parce que c'est ça votre vision. Aujourd'hui, il y a des amendements, je termine là-dessus, il y a des amendements qui ont été proposés. Ils sont anticonstitutionnels, c'est-à-dire que... Lesquels, précisément? L'augmentation des tranches d'imposition. Sur l'article 1er, on était dans l'hémicycle tout à l'heure, ils sont anticonstitutionnels, c'est-à-dire qu'ils sont confiscatoires. À vouloir trop monter l'impôt, vous n'avez même pas le droit de les mettre en œuvre parce que de toute façon, vous prenez plus que ce que les gens ne gagnent. Alors, sur la question confiscatoire, je rappelle quand même que c'est intéressant dans cette nouvelle donne politique, la droite a déposé aussi beaucoup d'amendements. 700 amendements, 500 amendements pour les macronistes. Ça veut dire que vous avez à redire aussi sur les choix fiscaux de ce Premier ministre. Budget confiscatoire, et je vous donne la parole juste après, Brian Masson. Rapidement, c'est un mauvais exemple parce qu'en l'occurrence, je n'ai pas voté cet amendement sur les 14 tranches et les 70%. Nous savons effectivement être mesurés, comme Jean-Paul Mattei, dans nos choix. Donc là, au contraire, ce que nous avons proposé, ce sont des mesures fiscales supplémentaires qui ne touchent que les classes les plus aisées et que les grandes entreprises. Donc c'est extrêmement ciblé. Et les ventes de résidence principale. Et je voulais vous dire qu'est-ce qu'il a fait François Hollande pendant son quinquennat? Eh bien, François Hollande, pendant son quinquennat, il a réduit les déficits publics, contrairement à beaucoup de dirigeants de droite. Donc il faut arrêter de caricaturer la gauche comme mauvaise gestionnaire. Elle est bien meilleure gestionnaire que les gouvernements de droite, en tout cas que les gouvernements macronistes, comme on vient de le voir. La logique stratégique et la cohérence du RN dans ce budget. Vous avez aussi un peu plus de 200 amendements sur ce budget. Parfois, vous votez des amendements avec la gauche en commission des finances et à la fin, vous votez globalement contre. Quelle est votre cohérence sur le budget? Moi, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce budget et Marine Le Pen l'a rappelé, est un budget d'impôts et de rabots. Moi, pardonnez-moi, c'est vrai que je suis né en 96, mais depuis 30 ans maintenant, les politiques qui se succèdent à la tête de l'État font marcher la hausse des impôts. C'est comme cela qu'ils essaient de rééquilibrer les budgets chaque année. On augmente les impôts, on fait la poche des Français et on essaie de faire en sorte que ça passe. Or, excusez-moi, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Sinon, on n'en serait pas là. Et puis, deuxièmement, moi, il y a quelque chose qui nous, en tout cas, nous interpelle, c'est le fait que le gouvernement précédent, qui a eu la charge, et notamment Bruno Le Maire, qui a eu la charge pendant 7 ans de l'économie de ce pays, a menti. Alors, il y a une commission d'enquête pour établir s'il a menti ou pas. Notre allié Éric Ciotti va se mettre en place dans les prochaines semaines. Et on va poser les bonnes questions. J'ai cru entendre que Bruno Le Maire allait répondre et dire. Donc vous renvoyez dos à dos à la fois la gauche et la coalition. Mais c'est pas ça. Et enfin, pour revenir à ce que vous dites en disant qu'on vote de temps en temps avec des amendements de la gauche et de temps en temps. Quelles sont vos lignes rouges à vous dans ce budget? D'ailleurs, M. Mattei sur certains de ses amendements également. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, on essaie d'aller dans le bon sens. On a proposé un contre-budget. On a proposé, un allègement de la fiscalité pour les Français, notamment sur l'électricité, sur l'essence, sur le gazole. On a essayé de lutter contre les malus automobiles. Voilà, on a essayé de faire des choses. Et le vrai débat commence maintenant. Alors, on y va justement. Sur le débat, on va voir sur ce plateau si oui ou non il y a un compromis possible sur un certain nombre de mesures dites de justice fiscale. Jean-Paul Mattei, vos amendements, pérenniser la hausse d'impôts des plus fortunés. C'est un impôt qui, voulu par Michel Barnier, est exceptionnel et temporaire. Vous voulez l'installer dans le temps, ainsi que cette surtaxe de l'impôt sur les sociétés sur les grandes entreprises. Pourquoi vous voulez les pérenniser? Je voudrais préciser, je fais une différence entre la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour les hauts revenus,
et la hausse des impôts pour les grandes entreprises. Moi, je pense que ça, il faut être très prudent, parce qu'il faut que ça soit vraiment limité dans le temps. Par contre, l'autre contribution, soit c'est une mesure de justice fiscale, soit c'est pas une mesure fiscale. Et puis je vais vous dire, avec mon expérience, on a mis tout le temps des dates dans des textes. Je me souviens de la contribution exceptionnelle, la CSG. Elle était temporaire, elle est devenue durable. Exceptionnelle sur les revenus. Je vais même rappeler que M. Breton, quand il était ministre de l'économie, avait prévu qu'on serait exonéré de plus-value sur les cessions de titres au bout de 8 ans. C'est un texte qui n'a jamais pu être appliqué en raison de la crise financière en 2012. Donc c'est bien de mettre des dates. Mais je pense que ça ne correspond pas à la réalité. De toute façon, si on prend cette contribution sur les hauts revenus, qui me semble d'ailleurs... 500 000 euros par an pour un couple sans enfant. Voilà, hein. qui s'applique à 250 000 ou 500 000 euros pour un couple, en mettant de côté les parts, fait que, en fait, la flat tax, le PFU, comme on dit, va se retrouver presque à 37%, 37,2%, avec la contribution exceptionnelle des hauts revenus. Alors, la flat tax, c'est le plafond fixé à 30% sur tous les impôts du capital. Le but de ce dispositif, c'est de dire que quelqu'un doit payer au moins 20% d'impôts, sur la partie fiscale. Je vous rappelle que dans la flat tax, il y a 12,8 pour l'impôt et 17,2 pour les contributions sociales. Donc ce dispositif, et j'avoue que ça sera certainement un sujet ce soir ou demain dans l'hémicycle, si c'est vraiment efficace, la flat tax à 33 devient moins pertinente. Mais sur la durée, moi... Mais vous avez aussi voté pour la flat tax, c'est-à-dire à 33, oui, 30 à 33. Vous avancez sur les deux jambes. En gros, si on prend votre amendement, vous ne votez pas la flat tax, c'est ça? À 33, j'ai bien compris. Si on ne limite pas dans le temps, à ce moment-là, je pense que la flat tax à 33 est moins pertinente, je le reconnais. D'accord. Alors, on va voir s'il y a, sur les amendements Mattei, une majorité, en tout cas sur ce plateau. Si la gauche est d'accord et si le RN est d'accord, ça passe. Est-ce que le cas? Il y a souvent une majorité sur les amendements Mattei, parce que c'est vrai que ça va dans le sens de la justice fiscale. Après, il ne nous suit pas sur peut-être quand on va plus loin, mais là, c'est vrai que le fait de pérenniser ces mesures qui sont temporaires, ce qu'on a observé, nous, au Nouveau Front Populaire, c'est que toutes les mesures qui sont la mise à contribution des plus riches et des grandes entreprises, elles sont temporaires, alors que l'effort qui est demandé sur les dépenses sociales, je pense particulièrement au ticket modérateur. Est-ce que la baisse du ticket modérateur qui va faire augmenter la mutuelle de tous, elle est temporaire? Ben non, elle est pérenne. Donc ça, c'est pas normal que d'un côté, on demande des efforts au plus grand nombre qui sont pérennes et de l'autre côté, l'effort demandé aux plus riches, qui est déjà très limité, en plus, il soit temporaire. Pour nous, déjà, ce n'est pas la bonne réponse, parce qu'en vérité, il faudrait plutôt une imposition sur le patrimoine pour qu'il y ait un véritable rendement sur les plus riches, parce qu'ils savent s'organiser pour rendre leurs revenus très faibles, rendre illiquides leurs revenus. Donc, on aurait préféré, bien sûr, une imposition du type impôt sur la fortune, mais déjà, au moins, pérenniser cette contribution sur les plus hauts revenus. Ça passe, donc. Ça va dans le bon sens. Ça fait, vous êtes 193. Vous êtes 126 députés, ça passe ou pas? Oui. Alors justement, on l'a discuté en commission, Jean-Philippe Tanguy l'a rappelé, ça part d'un bon sentiment. On est assez d'accord sur le fait que tout le monde doit être aussi un peu mis à l'épreuve. Mais nous, on avait proposé l'impôt sur la fortune financière, ce qui rapporterait 3 milliards d'euros par an sur justement les gens qui spéculent sur l'art, qui spéculent sur les marchés. Et nous, on avait porté cette contribution. Elle a été difficilement bataillée. Mais oui, ça part d'un bon point positif, en effet. Mais aussi, moi, je me méfie, le rapporteur général Charles de Courson a rappelé que c'était assez mal conçu. Donc, il va falloir je pense qu'on améliore un peu certaines choses. Dernier tour de table, et puis on va aller voir Clément Perrault aux 4 colonnes qui nous attend. La droite républicaine. Non, mais dans l'état actuel, tel que l'amendement est proposé, on appelle ça, en termes, langage de commission, il ne tourne pas. Donc, il y a un problème au niveau du montage. Premièrement, moi, je considère aujourd'hui que si c'est une mesure qui a été annoncée exceptionnelle, elle doit rester exceptionnelle. On l'installe pour 3 ans et on voit après s'il est nécessaire de la reconduire. Attendons de voir quels effets on aura sur
le niveau du déficit. Parce que moi, j'aime bien, mais ce qu'il ne faut pas qu'on oublie aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est qu'on a un déficit colossal et que si on ne commence pas à le traiter durablement, eh ben on va continuer à... C'est un peu l'inquiétude de ce budget, Madame Dalloz a raison, c'est que souvent les mesures exceptionnelles, on connaît la chanson, c'est que ça doit être exceptionnel et finalement ça dure 10 ans. Et finalement, c'est tout sauf temporaire. On va rejoindre Clément Pervot. On voit bien que c'est un exercice extrêmement compliqué, qu'on est sur une ligne de crête et si on en arrive aussi à 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires en commission des finances, c'est peut-être parce que les députés ont en tête une forme d'ardoise magique qui pourrait être tirée par le gouvernement. Je parle du 49.3. On y va tout droit, Clément ? Oui, Myriam, vous savez, un budget, c'est l'application d'une politique et par essence, traditionnellement, quand vous êtes dans l'opposition, vous votez contre un budget. Ça, c'est valable dans un conseil municipal, c'est valable dans une collectivité territoriale et bien sûr, c'est valable ici à l'Assemblée. Dès lors, le calcul est assez simple puisque l'opposition à Michel Barnier est majoritaire dans l'hémicycle. Ce sera très compliqué pour le gouvernement de faire voter ce budget. Le 49.3 paraît donc inexorable. La question, c'est surtout maintenant quand ? Alors Michel Barnier, depuis sa nomination, veut jouer l'ouverture, le dialogue avec les députés, avec les parlementaires. On sait qu'ici, ils lui sont majoritairement hostiles, donc il ne veut pas les brusquer avec un 49.3 trop rapide. On sait aussi que c'est un instrument qui est impopulaire, le 49.3, donc Michel Barnier ne semble pas pressé de l'utiliser. Ça ne devrait donc pas être un 49.3 trop rapide, c'est la tendance pour le moment. Et puis, je crois qu'il y a une autre voie qui commence à se dessiner. Le gouvernement de Michel Barnier pourrait prendre le risque d'aller jusqu'au vote sur la partie recettes de ce budget ? Oui, Myriam, c'est un autre scénario, une tentation pour le gouvernement. Ce serait effectivement laisser les discussions se poursuivre à l'Assemblée sur la partie recettes jusqu'au vote qui aurait lieu mardi prochain. Ce vote serait sans doute négatif et alors le texte partirait au Sénat où il serait étudié, amendé par les sénateurs qui, on le sait, sont beaucoup plus favorables à Michel Barnier que les députés. On devrait donc atterrir sur une version du texte moins modifiée. À partir de là, le gouvernement arrivera peut-être à trouver un accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire. Le texte arriverait alors en version définitive à l'Assemblée pour un dernier vote. Et c'est à ce moment-là seulement que Michel Barnier, finalement, dégainerait le 49.3. Ça nous mettrait à la mi-décembre, presque à Noël. Donc ce serait une utilisation beaucoup plus tardive du 49.3 qui serait peut-être perçue comme moins brutale. Mais c'est simplement un scénario, Myriam. Bien sûr, merci pour toutes ces informations, Clément Pervot, Jean-Paul Mattei. Il faut laisser du temps au débat. Vous êtes pour la deuxième voie, quitte à ce que ce budget recettes soit entièrement rejeté par une majorité dans l'hémicycle ? Écoutez, on a assez mal vécu depuis quelques années que le Sénat peut débattre. Nous, on a du mal à débattre dans l'hémicycle. Il serait bien de nourrir ce texte, même si à la fin, ça doit être un 49.3, avec certains amendements qui pourraient être pris de bon sens. Vous avez eu, de la part de Michel Barnier, quelques signaux qui pourraient faire croire qu'il reprendrait un certain nombre de votre amendement ? Michel Barnier parle de justice fiscale. Moi, encore, cette histoire de date, c'est une mesure qui est opérante jusqu'en 2026, pour déclaration de revenus de 2027. Je vous rappelle qu'en 2027, il y aura des élections. Il y aura une élection présidentielle, peut-être une élection législative. À ce moment-là, donc il peut y avoir un débat. Ce dont on souffre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de débat de fond sur le long terme. On a un sujet qui est complètement abandonné, c'est le logement. On ne parle pas du logement. Si on n'a pas une vision globale, on a polémiquer sur certains amendements, notamment en matière de plus-value. On essaie de cranter quand on débat au Parlement. Mais le problème, c'est qu'on souffre d'une globalité, d'une vision globale. Et on est d'une pauvreté sur les textes que l'on met en avant qui est navrante. Voilà. Allez, Eva Sas, sur la stratégie du gouvernement, vous lui demandez à Michel Barnier de ne pas dégainer. Débattre, et c'est vrai qu'on a été très frustrés et un peu brutalisés ces 2 dernières années parce que, en plus, le 49.3 arrivait très tôt, donc on n'avait même pas le temps d'exposer nos idées. Donc nous, on est pour débattre. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas s'habituer au fait qu'il y ait un 49.3 chaque année. C'est vraiment, ça devient un déni de démocratie insupportable. Il faut vraiment sortir de cette période qui, pour moi, est quand même les soubresauts de la fin de la Ve République, qu'on arrive à sortir par le haut, peut-être. Sortir par le haut, ça voudrait dire qu'il faut bien expliquer à nos téléspectateurs que Michel Barnier, avec son 49.3, il repart de son texte, mais il peut prendre des amendements qui ont été adoptés en séance. Ça veut dire que si le RN et la gauche votent les amendements Mattei sur les superdividendes, sur les rachats d'actions, sur la pérennisation de la taxe sur les hauts revenus, ça peut être voté in fine ou pas ?
C'est pour cela que nous, on souhaite le débat. Le débat est essentiel en démocratie, il est essentiel dans ce budget qui est très précaire et dans une Assemblée qui, elle aussi, est très précaire où personne n'a de majorité. Mais par contre, là où je veux ajouter un point à ce qu'a dit M. Mattei, où il dit le débat est essentiel, il faut rajouter le sectarisme est aussi à mettre aux oubliettes. Et donc, quand il y a des amendements de bon sens, qu'importe les camps politiques, qu'importe les partis politiques, on doit les accepter. Et on a trop souffert ces dernières années de sectarisme de tous bords, où on refusait de voter un amendement parce que, notamment, il venait du Rassemblement national et on le mettait aux oubliettes. Alors qu'il y a des bonnes choses, je le crois, partout. Oui. Et donc, le sectarisme doit être oublié dans un contexte... Vous aurez le mot de la fin. Malheureusement, avec cette élection de vice-président, on a eu un peu moins de temps. Je ne suis pas convaincue que le débat, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, un tiers, sera très utile. Par contre, votre chroniqueur, tout à l'heure, il a oublié un élément. La commission mixte paritaire, puisque après que le texte soit voté à l'Assemblée nationale, il part au Sénat, s'il n'y a pas de 49.3, admettons. Quand il va revenir à l'Assemblée nationale, il y aura effectivement une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs. Alors elle est majoritaire. Alors attendez, mais la CMP, elle peut décider d'un texte. Mais vous êtes obligé de le revoter dans l'hémicycle en deuxième lecture. Et là, inévitablement, si la CMP ne va pas, on repart à la case départ. C'est bien ce qu'il faut que les Français comprennent. À la fin, cette Assemblée ne votera pas ce budget. Voilà, c'est une évidence. La réalité, elle est là. Et c'est le 49.3 qui est à l'issue de ce débat. Mais on peut le nourrir, le 49.3. On peut nourrir le 49.3. C'est très bien. Écoutez, on a plusieurs jours, plusieurs semaines pour voir comment nourrir le 49.3. Je ferme les guillemets, Jean-Paul Mattei, merci beaucoup. On s'arrête là parce qu'il y a beaucoup d'actualités à l'Assemblée ce soir. On va terminer avec les coulisses de cette élection stratégique à l'Assemblée. C'est donc Jérémy Yordanov qui fait partie du groupe des écologistes qui devient vice-président à l'Assemblée. Comment, au terme d'une bataille épique, regardez, c'est un sujet de Maïté Frémont. Dans nos mains, en milieu d'après-midi, 5 cartes, 5 députés pour un seul siège de vice-président. La première, la favorite. Son nom, Virginie Duby-Muller, députée la droite républicaine de Haute-Savoie. Nous considérons que la vice-présidente sortant, en l'occurrence Annie Genevard, était droite républicaine et que nous avons toute légitimité pour cette candidature. Son atout, un accord passé entre l'ancienne majorité présidentielle et la droite dans le cadre des élections aux fonctions clés du Palais Bourbon. Sa faiblesse, un climat dégradé entre la droite républicaine et le groupe EPR. J'espère que désormais tous les alliés du socle commun reviennent à la raison. Aura-t-elle le plein de voix côté socle gouvernemental ? Rien n'est moins sûr depuis sa candidature à lui. Vous y voyez une division, nous on voit une cohérence, une union et un respect simplement de notre règlement intérieur. La surprise, Christophe Blanchet, député MoDem du Calvados. Son atout, il peut être le choix de certains députés du camp présidentiel, mais sa faiblesse, Gabriel Attal a demandé à ses troupes de respecter l'accord politique. 2 cartes pour le bloc central, tandis que le nouveau Front populaire, lui, a décidé de jouer uni sur ce coup. L'outsider Jérémy Yordanov, député écologiste de l'Isère. La carte symbole, Olivier Servat, député Lyotte de Guadeloupe, et puis le Rassemblement national représenté par Johan Gillet, député du Gard. L'annonce du résultat tombe ce soir. Après 3 tours, l'outsider remporte la partie. J'ai été élu grâce à tous les députés qui ont voté pour moi. D'abord, effectivement, le bloc du Nouveau Front populaire, et on le voit au 3e tour, il y a des voix qui viennent du MoDem ou ailleurs, je ne sais pas qui vote, c'est un scrutin, un bulletin secret. Le NFP gagne ce nouveau poste de vice-président. Et mes 2 consoeurs d'LCP qui ont passé l'après-midi à scruter en coulisses cette élection compliquée à comprendre. Elsa Mondingava, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Stéphanie Despierres, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Il faut qu'on vous explique bien comment le NFP réussit à ravir une vice-présidence de plus, alors que, arithmétiquement, ça devait être la candidate du bloc central et de la droite. Alors, arithmétiquement, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Nouveau Front populaire et le socle commun, ils sont dans des proportions quasiment équivalentes. Ils ont 19 voix d'écart, une petite vingtaine de voix d'écart. Donc, c'est déjà pas énorme. Effectivement, si tout le monde est présent, si tout le monde vote pour le candidat censé être le candidat de son camp, ça devait passer pour la candidate Virginie Duby-Muller. Sauf que parmi les 3 partenaires du bloc central, qui sont la droite républicaine, Ensemble pour les Républiques,
le MoDem et Horizon, les 4, pardon. Le MoDem a présenté un candidat au premier, au deuxième tour, voilà. Ce candidat s'est rétracté, à retirer sa candidature au 3e tour. C'est très difficile d'analyser les reports de voix parce que c'est un vote à bulletin secret. Donc au MoDem, on dit non, mais nous, il y en a beaucoup qui ont quand même voté pour Virginie Dubuis. Mais l'heureux élu, là, Jérémy Yordanov, il dit que certains MoDef ont dû voter pour lui. Voilà, c'est ce qu'il a en tout cas. Les centristes ont voté pour la gauche. Il suggère que certains centristes, mais peut-être certains EPR, peut-être d'autres qui avaient aussi une stratégie de mettre un peu un coin dans le socle commun. Je vous le rappelle, ce qui est très compliqué, c'est que c'est un vote à bulletin secret. Donc, à part si vraiment vous êtes derrière le député au moment où il vote, on peut vous dire tout et n'importe quoi, on ne sait pas qui fait quoi vraiment. Votre analyse, Stéphanie Despierres, des coulisses de cette élection? Ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il y a des absents. C'est-à-dire qu'au premier tour, Christophe Blanchet, le MoDem, fait 69 voix. Au deuxième tour, il fait 46. Donc ça veut dire qu'il y a des votants en moins, et quand il se retire, on n'a pas, tous les députés n'étaient pas là pour voter. Au lieu d'avoir 577 députés qui ont voté, il y en a 494, et il semblerait que ce soit dans le bloc central qu'il ait manqué des voix. Donc ça veut dire qu'il manque une petite centaine de députés, ils ne sont pas allés voter, c'est ça? Alors, ils ne sont pas allés voter, ou alors ils ont voté pour le premier tour, mais pas pour le deuxième et pas pour le troisième. Il faut dire aussi qu'au même moment, il y a des réunions de commission sur le budget de la sécurité sociale, que l'agenda est chargé. Et puis, on le sait, beaucoup chez Ensemble pour la République nous avaient dit qu'ils n'étaient pas très partants pour voter pour Valérie Duby-Muller, qu'ils ne voudraient pas suivre la consigne de leur chef de groupe, Gabriel Attal. Donc, peut-être qu'ils ont trouvé qu'ils avaient mieux à faire. Alors, il y a des précédents, en fait. Il y a déjà une petite histoire au sein de ce socle commun. La droite de Laurent Wauquiez et Ensemble pour la République de Gabriel Attal. Est-ce que les macronistes ont réglé leur compte aussi dans cette affaire? C'est pour ça qu'effectivement, il faut expliquer ce qui s'est passé. Avant l'été, je vous le rappelle, c'était il y a presque une éternité, puisqu'on était encore avec un gouvernement démissionnaire. Ici, à l'Assemblée nationale, la droite s'est alliée avec le camp présidentiel pour faire élire Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale et en contrepartie, donner plusieurs postes importants à la droite. Entre-temps, ça ne vous a pas échappé, c'est un Premier ministre de droite qui a été nommé. On est vraiment dans une coalition entre le bloc central et la droite. Donc, il a été question à un moment de remplacer les ministres qui étaient rentrés au gouvernement et qui avaient des fonctions à l'Assemblée. Antoine Armand, par exemple, à la Commission des affaires économiques. Sauf qu'à ce moment-là, Laurent Wauquiez a décidé de renégocier l'accord de juillet en disant maintenant, on fait partie de la majorité puisqu'on appartient à ce gouvernement. Je réclame une tête de commission, moi aussi. Il n'a pas réussi à avoir une tête de commission. Et il a fait échouer le candidat du camp EPR, Stéphane Travert, et fait élire la candidate du NFP, Aurélie Trouvé. Ça, c'est resté en travers de la gorge d'énormément de députés Ensemble pour la République, mais aussi du MoDem. Et donc le MoDem a décidé, non pas pour se venger, mais par cohérence, disant que finalement cet accord, comme il avait été bafoué il y a quelques semaines, il ne tenait plus. Ils ont présenté un candidat, Christophe Blanchet. Ça veut dire que cette coalition au pouvoir, à peine engagée, déjà extrêmement fracturée, elle peut tenir dans la durée? Ça paraît compliqué, c'est un symbole de plus. On l'a vu avec la Commission des affaires économiques. Le MoDem aussi reprochait à Laurent Wauquiez d'avoir mis un candidat face à son candidat à la Commission des affaires étrangères. Alors finalement, le candidat de la droite républicaine s'était retiré au 3e tour pour laisser la place au candidat MoDem. Mais en fait, ça, c'est resté dans la mémoire du MoDem. Et ils se sont dit, en fait, la droite républicaine n'est pas fiable, etc. Et à chaque fois, c'est un coin dans cette alliance qui déjà ne paraît pas très solide. Et au fur et à mesure du temps, on voit que ça ne tient pas. Et quand c'est pas Ensemble pour la République qui fait défaut, c'est le MoDem qui est en conflit avec Laurent Wauquiez. Enfin, on voit que tout ça est extrêmement fragile sur la forme et sur le fond. Et dans un moment où Michel Barnier, en fait, il aurait quand même besoin d'un socle commun très uni parce que c'est le budget. Alors, à ce stade des coulisses, moi j'ai compris, j'espère que vous, derrière votre poste de télévision, vous comprenez, parce que c'est quand même incroyable, cette élection, personne ne s'y attendait vraiment. Qu'est-ce que ça change, une vice-présidence? Alors, en quoi c'est un poste clé et en quoi, d'ailleurs, la gauche, qui commence à avoir beaucoup de postes clés, à part avec un atout en plus? Alors, en juillet dernier, quand il y a eu ces élections pour le bureau de l'Assemblée, qui est une instance importante à l'Assemblée, il faut le rappeler, ce n'est pas une instance politique, c'est une instance plutôt sur l'organisation, la gestion des séances, etc. À la faveur d'un vote en plein milieu de la nuit pour lequel certains députés du groupe Ensemble pour la République étaient partis se coucher, bref, le NFP avait fait un hold-up et était devenu majoritaire dans cette instance du bureau. Depuis juillet, le nouveau Front populaire est majoritaire au bureau. Donc, un membre de plus,
c'est bien pour eux, c'est une victoire politique. Parce que tous les vice-présidents symbolique. sont membres de droit du bureau. Exactement, mais en fait, ça ne change pas l'équilibre du bureau, puisque déjà le bureau était majoritairement composé du nouveau Front populaire. Ça renforce leur poids, mais il n'y a pas de bascule du bureau. Déjà, Yaël Braun-Pivet, déjà les représentants du camp présidentiel doivent travailler avec un bureau qui leur est en grande majorité hostile. Donc c'est plutôt une victoire politique. Ça leur permet à la fois de dire que le NFP, sur ce score-là, sur ce vote-là, sur ce scrutin, ils ont été unis. Ils étaient tous derrière un candidat. On sait que ça a été peut-être un peu moins facile que ça, mais qu'il y avait un candidat à la fin et que tout le monde a voté pour lui, en tout cas tous ceux qui étaient présents. Alors que dans le camp présidentiel, apparemment, ça a été plus compliqué que ça. Même si dans les équipes de Gabriel Attal, on nous dit Gabriel Attal avait bien demandé tous les députés Ensemble pour la République. Il a fait voter Duby Muller, c'est-à-dire la droite républicaine. On en a croisé de très nombreux avec Stéphanie aujourd'hui qui nous disaient oui, Attal nous a dit ça et vous allez le faire. Bulletin secret, et qui nous disaient après, quand on les titillait un peu plus, que pour eux, il fallait se venger de Laurent Wauquiez et que c'était sûr qu'eux ne mettraient pas un bulletin. Rien contre Virginie Duby-Muller, mais en tout cas contre le candidat de Laurent Wauquiez. Et c'est d'autant plus symptomatique que Virginie Duby-Muller n'était pas une candidate très clivante. Elle a été, on l'a souvent donnée en 30 au gouvernement quand la majorité était au camp présidentiel. Elle était proche d'Ensemble pour la République. Donc pour un député Ensemble pour la République voter pour Virginie Duby-Muller, c'était théoriquement pas un problème. C'est pas comme si ça avait été quelqu'un de beaucoup plus clivant à la droite républicaine. Mais même ce pas-là, certains n'ont pas voulu le faire. Donc la gauche est plus que bien servie en termes de postes clés. Elle prospère sur les divisions de cette coalition au pouvoir. Ça y est, c'est fini les postes clés. Ils sont tous distribués. Ils sont tous distribués. Après, on le sait, le gouvernement est fragile. Il peut toujours avoir des nouveaux ministres piochés parmi ses candidats à responsabilité. Et normalement, chaque année, il y a un renouvellement des membres du bureau qui se fait quasiment automatiquement. Là, certains disent déjà, dans un an, ça va re-être la guerre. Et après, c'est vrai que cette histoire, nous intéresse, mais c'est le monde très politique. Ah oui, là, on est dans l'entre-soi du Palais Bourbon. Mais en fait, sur le budget et sur les questions politiques, c'est déjà compliqué aussi dans le socle commun. Vous avez peut-être dû le voir, entre Jean-Paul Mattei, qui vote parfois avec la gauche, Laurent Wauquiez, qui veut des victoires politiques, EPR, qui se sent lésé. Donc en fait, ça dit aussi beaucoup de la fragilité de cette toute petite majorité. Et le Rassemblement national, qui n'a toujours pas de poste clé du tout. Qui avait présenté un candidat, qui a fait et ça peut questionner, pas tout à fait le plein de voix, mais au regard du poids politique de ce premier groupe, en fait, première force politique à l'Assemblée. On s'arrête là. Merci pour vos éclairages, mesdames. Très belle soirée sur LCP, soirée documentaire qui commence à présent avec Jean-Pierre Gracien. À demain, même les mêmes heures.